Bah regarde, t'es en train de sourire, donc on dirait pas que t'as été violé. Je distingue 4 silhouettes autour de moi, ça c'est une image dont je me souviens parfaitement. Toi, tu peux être un agresseur, puisque je n'ai pas mis de visage dessus. J'aurais aimé qu'il y ait éjaculation, au moins il y aurait de l'ADN. Quitte à me violer, autant aller jusqu'au bout. Les agresseurs n'ont pas gagné et ne gagneront jamais. Nous ne sommes pas coupables, tout simplement. C'est aux agresseurs d'avoir honte, pas à nous. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 30 ans. J'ai subi un collectif dans la nuit du 7 au 8 août 2023 à Rouen et je vais vous raconter mon histoire sur les jambes. Pourquoi t'es venu témoigner aujourd'hui? Je suis venu témoigner parce que je pense que c'est nécessaire. On ne parle pas assez de ce sujet. Le féminin, masculin reste un sujet très tabou. On n'en parle pas assez. Et mon but, c'est de sensibiliser sur ce sujet. C'est un sujet de société qui est très important pour moi à aborder. D'une part, pour montrer à quel point c'est un acte grave et ça peut avoir des conséquences sur nous, mais aussi pour apporter mon soutien, mon aide aux personnes qui en ont besoin, parce qu'on a vraiment besoin de se sentir soutenu dans ces moments-là. Il y a des dizaines de milliers de viols par an en France. Pourquoi on n'en parle pas assez? Il me semble, si je ne me trompe pas, plus de 90% des viols sont commis par des personnes de notre entourage, donc des personnes que l'on connaît. La première chose, c'est que quand on subit ce genre de choses, on a honte, on est coupable, on se sent coupable, on ne l'est pas, hein, on se sent coupable, on se renferme sur nous-mêmes. Donc aussi bien physiquement, parce qu'on sort beaucoup moins parce qu'on a peur, et aussi psychologiquement, puisque cette honte nous assaille, cette honte tombe sur nous, sur nos épaules, et ça nous empêche de nous exprimer. Dans la majorité des cas, c'est commis par quelqu'un que l'on connaît, de notre entourage. Et le fait que ce soit quelqu'un de notre entourage qui a sans doute une vie bien rangée, peut-être une femme, peut-être des enfants, on ne se sent pas légitime d'en parler, puisque on a peur aussi de ne pas être cru. Dans certains cas, nous ne sommes pas crus, et ça augmente encore notre culpabilité. Et c'est pas vivable. Est-ce que toi, tu as senti de la honte? J'ai senti énormément de honte. J'ai senti énormément de honte parce qu'on se sent sale, parce qu'on se sent coupable. Et alors même si on ne doit pas avoir honte, je suis en train de le comprendre et je continue de le comprendre, parce qu'on ne doit pas avoir honte, parce que nous ne sommes pas coupables, tout simplement. C'est aux agresseurs d'avoir honte, pas à nous. Et avant de venir, est-ce que tu as eu des appréhensions pour parler de ça devant une large audience? J'ai eu des appréhensions. D'une manière générale, il y a l'appréhension même d'en parler à nos proches, il y a l'appréhension d'en parler. Et là, dans le domaine public, évidemment qu'il y a des appréhensions. J'ai failli 50 fois ne pas venir ou dire non, je ne vais pas en parler, je n'y arriverai pas. Et je me suis dit non, c'est beaucoup trop important. C'est beaucoup trop important parce que si je n'en parle pas, qui le fera? Et donc je pense que l'importance et mon envie donc d'accompagner les autres a réussi à dépasser le stade de l'appréhension. Donc évidemment que j'appréhende, mais je le fais quand même parce qu'on en a besoin. On en a beaucoup trop besoin. Bravo d'être venu en parler déjà, parce que c'est quand même fort. Je suis un peu obligé de faire le lien avec l'affaire de Mazan qu'il y a eu il y a peu. Est-ce que ça t'a aussi aidé à libérer cette parole? Alors oui, peut-être, parce que il m'est arrivé aussi de lire des articles sur ça, d'écouter des témoignages, et même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-uns, et ça aide aussi peut-être à en parler et à se dire, voilà, je serai une personne de plus qui va témoigner, et peut-être qu'à mon petit niveau, je peux aussi faire partie de cette sensibilisation dont la société a besoin. Est-ce que tu peux me parler du coup de ce qui s'est passé le 7 et le 8 août 2023? Alors oui, dans la nuit du 7 au 8 août 2023, il se trouve que j'avais quelques soucis professionnels, personnels, les soucis de la vie quotidienne. Je me sentais pas forcément en forme à ce moment-là. Une crise existentielle. Voilà, crise existentielle. Donc je me suis dit, bon, je vais sortir un petit peu, parce que moi, quand je me sens pas bien, j'aime bien marcher, prendre l'air. T'habites à Rouen, pardon? J'habite, ouais, c'est ça, j'habite à Rouen. Et donc, je suis allé dans un bar qui ouvrait assez tard. Mais il se trouve qu'à Rouen, voilà, il y a encore les lumières qui sont allumées assez tard le soir, donc je me sentais totalement en sécurité. Je descends dans ce bar pour prendre une bière. Et puis, au bout de, je dirais, une demi-heure ou 40 minutes, je sors du bar. Et donc, deux choix, soit je rentre chez moi, soit je continue ma petite marche. Et puis j'ai décidé de continuer à me balader un petit peu. Voilà, je travaillais pas le lendemain, donc je me suis dit, c'est bon, j'ai le temps. Et puis donc je marche au niveau des quais, rive droite, et puis après je traverse pour aller sur la rive gauche.
Et puis, alors de ce dont je me souviens, parce que je me souviens pas de tout, mais de ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment donné, donc sur le chemin du retour chez moi, il devait être aux alentours de minuit 45, 1h, quelque chose comme ça, un homme s'adresse à moi, donc je ne sais plus s'il me pose une question ou si il me parle simplement, mais je sais que ça ne dure pas longtemps. En tout cas, cet homme ne m'inspire absolument pas confiance. Et je décide de prendre congé gentiment, tranquillement, sans alerter personne. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là aux alentours, voire personne. Et donc, je voulais quand même pas paniquer. Donc, je me suis dit, voilà, je prends congé, j'accélère un peu le pas, mais sans ameuter personne. Il était tard le soir, il était vers quelle heure à peu près? Minuit 45, 1h, quelque chose comme ça. Rapidement, je ne comprends plus ce qui se passe, puisqu'en fait, on me tire le bras. Donc, ça doit peut-être être cet homme qui me parlait. On me tire le bras et puis rapidement, je me retrouve par terre, dans l'herbe, avec 4 personnes autour de moi qui commencent à me frapper de partout, les coups de poing, les coups de pied, et rapidement, je me mets dans un état de protection, hein, parce que je ne peux pas me débattre, ils sont 4. Je distingue 4 silhouettes autour de moi, ça c'est une image dont je me souviens parfaitement. Mais en tout cas, j'essaie même pas de me débattre, je pense. J'essaie simplement de me protéger en me disant j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et puis. Tu fais comment pour te protéger? Je mets mes mains comme ça, je me mets un peu comme voilà, par terre, comme ça, pour essayer de protéger un peu les parties. Alors ça, c'est pas quelque chose auquel je pense, c'est peut-être un instinct, mais en tout cas, il continue de frapper. Et puis rapidement, alors je sais pas si je perds connaissance à proprement parler, mais en tout cas, je me déconnecte, ou je perds la notion de où je suis, du temps. Et là, c'est le trou noir. Quand je reprends conscience, connaissance, je suis allongé dans l'herbe, tout taché d'herbe, d'un peu de sang parce qu'ils m'ont frappé, et le pantalon baissé à mi-cuisse. J'ai le pantalon baissé à mi-cuisse et ils sont partis, il n'y a plus personne. Donc à ce moment-là, je m'assois et il y a un laps de temps qui me paraît, je sais pas du tout. Là actuellement, à ce moment-là, j'ai aucune notion du temps. Donc je sais pas du tout, je peux pas vous dire c'est 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais dans tous les cas, je reste un moment assis à essayer de savoir où je suis, ce qui s'est passé. Je sais que quelque chose de grave s'est passé, mais à ce moment-là, je suis complètement dans le flou. Et je sais pas du tout que faire, où aller. Donc, en plus, ils t'ont dépouillé de toutes tes affaires, t'as plus de téléphone, t'as plus de clés. Exactement, ils m'ont tout volé, ils m'ont volé mon téléphone, mes clés, mon portefeuille, ma veste, ma montre, tout. Donc je n'ai plus rien, je peux plus rentrer chez moi. Et donc il y a aussi ça qui vient s'ajouter. Donc je sais qu'à un moment donné, je me relève et à ce moment-là, je suis un zombie. Hein. C'est un des mots que j'emploie dans mon livre. Je suis un zombie puisque je déambule dans Rouen pendant au moins 3-4 heures, puisque je sais que par la suite, la police a été contactée aux alentours de 4h30 du matin. Donc entre 1h et quelques et 4h30, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je vais. Je suis complètement... je suis lobotomisé, je suis l'ombre de moi-même. Et c'est ce dont je parle aussi, j'ai l'impression à ce moment-là, puisqu'il y a quand même quelques petites images parfois qui remontent, et j'ai l'impression à ce moment-là que je suis comme en dehors de mon propre corps, c'est-à-dire que je peux m'observer, et c'est assez étrange comme sensation. En tout cas, à ce moment-là, j'ai pas d'émotion, je suis pas triste, pas content, pas en colère, rien du tout. J'ai même pas honte. À ce moment-là, je suis complètement vide. Je suis complètement vidé. C'est possible qu'il t'ait drogué ? Je ne sais pas. C'est une des sensations qui me remonte, c'est qu'à un moment donné, je sens une odeur de drogue, une odeur de joint, mais je sais pas du tout. J'imagine que c'est eux qui avaient peut-être fumé ou je sais pas, mais en tout cas, je sais pas du tout. Je peux pas dire si j'ai été drogué ou pas. Il n'y a pas eu d'analyses qui ont été faites en ce sens. Tu sais pourquoi t'as été attaqué de base? Pourquoi tout ça s'est passé? Non, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé. Ça s'est passé très rapidement. Très violemment, par surprise. Je ne sais absolument pas pourquoi ça s'est passé. Ils m'ont sauté dessus par derrière, donc je suis pas capable non plus de les identifier. Non, je sais pas du tout pourquoi, je peux pas mettre d'explication sur ça. Si on revient sur ce flou de la mémoire, est-ce que c'est le cerveau qui t'a protégé ou est-ce que tu as été knockdown par un coup, ce genre de choses? Je pense que c'est le cerveau qui m'a protégé. Parce que par la suite, j'ai fait des examens assez rapides le matin même. Il s'est avéré que les coups n'étaient pas si violents que ça, parce qu'il n'y a pas eu de fracture.
J'ai quand même saigné, j'ai eu des ecchymoses, le visage tuméfié et gonflé, mais il n'y a pas eu de fracture, donc je ne pense pas avoir perdu connaissance à cause de ça. Je pense que c'est plutôt le cerveau qui a fait un blocage. Et après, tu es en train de errer dans les rues de Rouen. Qu'est-ce que tu fais? Je marche. Je pense que je marche. Et tu vas où? Tu vas directement à l'hôpital, à la police? Tu rentres chez toi? Je rentre chez moi par instinct, donc comme j'ai dit, je ne sais pas où je vais exactement, dans quelle rue. Je sais que j'imagine que je marche, j'ai rien pu faire d'autre de toute façon. Et je me retrouve à un moment donné devant la porte de chez moi, bien évidemment sans pouvoir l'ouvrir. Et donc à ce moment-là, ce dont je me souviens, c'est que je me mets contre ma porte d'entrée, j'essaie quand même de frapper, je crois qu'à un moment donné, je pousse un cri. Évidemment, personne ne répond. Et à un moment donné, je me mets le dos contre ma porte et puis je me laisse tomber. Donc je m'assois contre ma porte. Et à ce moment-là, il y a peut-être une mini prise de conscience que ce qui s'est passé est grave, puisque à un moment donné dans ma tête, je me dis je ne peux pas rester comme ça. Je peux pas appeler mes amis, mes parents, parce qu'il est 4h, 4h30 du matin. Donc je me dis, c'est pas grave. La première personne que je vais trouver, je vais essayer de lui demander de l'aide comme je peux. Donc je longe les rues qui sont proches de chez moi. Et là, dans une rue adjacente à la mienne, je vois une fenêtre qui est entrouverte au rez-de-chaussée, donc d'une personne qui est sans doute en train de faire la fête, puisqu'on entend de la musique. Je toque à la fenêtre. Et donc cette personne, j'imagine qu'elle a dû avoir un peu peur, mais à ce moment-là, il faut que je trouve de l'aide. Donc cette personne a été extrêmement bienveillante. Son visage restera gravé en moi. Je me souviens parfaitement de son visage à cette personne. Et elle me porte secours, donc en me prêtant son téléphone pour contacter quelqu'un. Donc au moment où elle me prête son téléphone, elle m'aide parce que la tâche la plus simple, en fait, est compliquée pour moi. Parler sans bégayer, je ne parle pas, ou qu'avec des mots, des signes de tête, mais vraiment, je suis incapable de m'exprimer. J'ai du mal à tenir quelque chose dans ma main. Je suis vraiment complètement... je suis un zombie, je suis lobotomisé. C'est vraiment étrange comme sensation quand on y repense. Je fais le 17 sur ses conseils. Et donc j'appelle la police qui par la suite vient me chercher. Et c'est pour ça que je sais qu'il est aux alentours de 4h30, puisque ce dont je me souviens, c'est qu'à cette personne, je lui demande l'heure et elle me répond 4h30. Et puis les policiers par la suite me disent aussi qu'ils sont venus me chercher aux alentours de 4h30, 4h40, le temps de venir. Et donc tu te retrouves avec la police et ensuite il se passe quoi? Alors même qu'on est encore à l'extérieur, donc à côté de la voiture, il commence déjà à me bombarder de questions, alors même que je ne suis pas encore entré dans la voiture, donc on me pose des questions. Tu leur as dit ce qui s'est passé? Alors je me souviens leur avoir dit des choses, mais à ce moment-là, comment dire que vous êtes dans un état où tout ce que vous dites ne sert à rien, vous pouvez dire n'importe quoi, votre discours est incohérent. J'étais incapable de parler français correctement. Donc à ce moment-là, ce que je leur dis, je ne me souviens plus ce que je leur dis, mais je leur dis des choses qui sont peut-être vraies, peut-être pas vraies, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fallait pas m'interroger à ce moment-là, quoi. C'était très compliqué. Je dis des choses qui apparemment me seront reprochées plus tard. Alors il se passe que mon manque de cohérence sera reproché par la police quelques jours plus tard lors du dépôt de plainte. Voilà. Donc on commence déjà à me poser des questions à ce moment-là, et puis ensuite on me somme de monter dans la voiture. Et donc je monte dans la voiture et puis on va au commissariat le plus proche, qui est à une quinzaine de minutes en voiture. Donc on va au commissariat le plus proche où on me fait patienter sur une chaise. Entre 5 heures, le temps qu'on arrive, et 6h30, un truc comme ça, je patiente 1h30 sur une chaise. J'entends les conversations des policiers, mais je suis incapable de savoir ce qui se dit. Je suis complètement renfermé. Je suis assis, prostré, sans pouvoir parler, et je reste dans un mutisme pendant quelques heures. Et par la suite, on m'emmène à l'hôpital. Sur le coup des 7h du matin, puisque c'est la procédure, me dit-on, et il faut qu'on m'emmène à l'hôpital pour faire des examens. Est-ce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui vient t'aider psychologiquement? Entre le moment avec la police, à l'hôpital, est-ce que tu as une aide psychologique ou un soutien psychologique? J'ai pas de soutien psychologique à proprement parler. Par contre, ce dont je me souviens, c'est une policière, pareil, son visage, je me souviens parfaitement de son visage, une policière qui s'adresse à moi d'une manière très bienveillante, avec un sourire, en me disant qu'elle était désolée de ce qu'il m'arrivait. Et ça paraît pas grand-chose, mais à ce moment-là, même si j'ai pas pu la remercier comme il se devait à ce moment-là, j'étais complètement
à part, j'étais déconnecté, mais ça a été une aide vraiment précieuse. Je me suis beaucoup reposé sur ça après. C'était pas grand-chose, mais c'était nécessaire à ce moment-là. Donc tu arrives à l'hôpital, t'as quoi comme blessure si on liste tout? Alors j'ai le visage gonflé, j'ai des égratignures, j'ai le nez qui saigne, j'ai une jambe gonflée avec des bleus sur la jambe gauche et la jambe droite, et puis des ecchymoses partout sur le corps, au niveau des côtes, au niveau du torse. Tu vois un médecin du coup? Je vois un médecin légiste. Alors, médecin légiste? Oui, c'est un médecin légiste. Les médecins qui sont habilités à examiner les personnes qui ont subi des agressions sexuelles, oui, sont des médecins légistes. Je suis examiné par une médecin légiste, alors plusieurs heures après. Bon, ça devait être sur les coups de 10h ou 11h, hein, quelque chose comme ça, qui me fait un examen général du corps, voir un petit peu si j'ai subi des dommages, et puis ensuite qui passe à l'examen à proprement parler, qui est horrible, qui dure 1 minute maximum, mais qui est insoutenable à ce moment-là, évidemment. Et l'examen de l'anus, hein, voir s'il y a eu une déchirure, chercher des preuves du viol. Et il trouve quelque chose? Alors, il ne trouve pas de preuves à proprement parler. Elle m'examine, cette médecin, et elle me dit juste après que elle est désolée de ce qu'elle va me dire, mais elle ne trouve pas de preuves, en tout cas que j'ai subi un viol, puisqu'elle constate une dilatation de l'anus et non une déchirure. Une dilatation qui pourrait très bien signifier que j'aurais pu avoir un rapport consenti quelques heures avant. Donc dans tous les cas, elle met dans son dossier que voilà, il n'y a pas de preuve que j'ai été violée, mais elle me dit quand même qu'elle est consciente de mon état et qu'elle me croit et qu'elle mettrait ça en faveur de mon dossier, puisque j'étais dans un tel état de choc que c'était totalement plausible ce que je racontais, ce que j'essayais de raconter à ce moment-là en tout cas. Et quand on dit qu'il n'y a aucune preuve dans un moment pareil, tu te dis que tu es seul face au monde ou tu te dis que c'est normal? Alors, je me sens seul face à tout le monde. Oui, je me sens seul. Je me dis que il y a quand même une partie de moi qui me dit que ça va être un parcours du combattant, parce que je sais que sans preuve, ça va être compliqué de remonter jusqu'à eux. En fait, j'en suis presque arrivé à me dire, j'aurais aimé qu'il y ait éjaculation, au moins il y aurait de l'ADN. Parce qu'il se trouve qu'ils n'ont pas retrouvé non plus de traces d'ADN. Et là, j'en suis arrivé à me dire ça. Ça veut dire, voilà, je me suis dit, ils auraient dû éjaculer, quitte à me violer, autant aller jusqu'au bout. Et puis ça aurait peut-être permis de les retrouver, parce que peut-être qu'ils étaient déjà fichés, je sais pas. Une fois que tu as fait tous ces examens, tu es renvoyé chez toi? Je suis renvoyé chez moi, ce que je fais, et donc je contacte mon papa, hein, en lui disant au téléphone, je me souviens la première phrase que j'ai eue au téléphone, c'est ne t'inquiète pas, il ne s'est rien passé de grave. On m'a frappé, on m'a volé mes affaires. Il faut venir me chercher parce que je suis à l'hôpital, mais ne t'inquiète pas, je n'ai rien de cassé, voilà, je n'ai rien de grave. Je pense qu'à ce moment-là, ils comprennent qu'évidemment il y a quelque chose de grave. Et donc il vient me chercher, et puis je vais chez mes parents parce que je ne peux plus aller chez moi, je ne sais pas quoi faire, je suis encore en état de choc à ce moment-là. Mais au moins j'arrive peut-être un peu plus 7-8 heures après être entré à l'hôpital, parce que je me souviens être sorti à 14 heures, quelque chose comme ça, de l'hôpital. Et donc à ce moment-là, j'arrive peut-être un peu mieux à parler, mais ça reste compliqué. Et donc ils viennent me chercher, mon père vient me chercher, et puis on va chez mes parents. Je regarde ma mère me regarde, et là j'ai la sensation qu'elle a tout de suite compris, puisqu'elle me prend dans ses bras. Est-ce que tu n'en parles pas directement à proprement parler? Non, je n'en parle pas. Et on va s'asseoir à une table. Voilà, ma mère essaie de me poser des questions. Je vois bien qu'elle essaie d'y aller avec tact, parce qu'on a besoin de tact à ce moment-là. Elle essaie de me poser des questions, et elle va tout de suite au but, hein, puisqu'elle me demande est-ce qu'ils t'ont touché. J'ai fait oui de la tête, et j'ai éclaté en sanglots. Donc en fait, elle avait compris à ce moment-là. Le sentiment de honte, là, tu le sens entièrement? Oui. Je ressens le sentiment de honte, parce qu'en fait, à partir du moment où je suis à l'hôpital, je suis d'une manière générale en état de choc, mais il y a ces moments où je ne ressens rien du tout. Je suis allongé sur mon lit en patientant, parce que c'est ce qu'on me demande de faire, et d'un coup, je vais pleurer comme je n'ai jamais pleuré de ma vie, pendant quelques secondes, et là, je vais ressentir plein de choses que je ne comprends pas.
et puis ça va s'arrêter net. Et je vais redevenir un être dépourvu d'émotions. Et ça va s'alterner comme ça, par des moments où je vais me mettre à pleurer, et puis des moments où ça va s'arrêter. Et là, au moment où je suis avec ma famille, oui, je ressens beaucoup de honte. D'une part, de ce qui m'est arrivé, beaucoup de honte, et puis aussi la honte voilà, d'être en face de sa famille. Être en face de gens qu'on connaît et de sa famille, ça a été compliqué à ce moment-là. Ça a été compliqué, la honte s'est accentuée à ce moment-là. Si on revient sur ce sentiment de honte, pourquoi avoir honte? Mais oui, c'est une très bonne question. Pourquoi avoir honte? Parce qu'on n'a absolument pas à avoir honte, mais c'est un état, on a peut-être honte de nous-mêmes, puisqu'on se sent sali et qu'on a pris notre consentement. Alors en réalité, la honte est mêlée à la culpabilité, ça va de pair. On se sent coupable parce que on se dit pourquoi est-ce que je suis sorti ce soir-là et je suis pas resté sur Netflix à regarder ma série? Pourquoi est-ce que je suis allé là? Et au lieu de partir du principe que ce sont les agresseurs qui sont en faute, bah on se dit que quelque part c'est nous en fait, ça vient de nous puisqu'on n'avait pas à sortir ce soir-là, c'était pas forcément prévu. Après, tout dépend des circonstances, mais il y a cette honte et cette culpabilité, en tout cas, qui sont bien là et qui sont accentuées aussi par le fait qu'on a pris notre consentement. Donc, on se sent cassé à l'intérieur, il y a quelque chose qui est brisé. Et voilà. Quand est-ce que l'enquête commence? Elle commence tout de suite? L'enquête de police, bien sûr. L'enquête de police, je pense, commence lors de mon dépôt de plainte. Mon dépôt de plainte 2 jours après. 1 jour et demi après, puisque j'ai été agressé dans la nuit du 7 au 8. À ce moment-là, je ne regrette absolument pas d'avoir porté plainte, évidemment. Enfin, au moment, oui. Là, maintenant, non, je ne regrette pas. Alors, ce qui se passe, c'est lorsque je suis donc dans ma chambre d'hôpital à attendre les examens, donc le 8 août, une policière rentre dans ma chambre en trombe, en criant pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites que vous avez été violée, c'est n'importe quoi. Et là, elle vocifère, alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi, parce qu'il se trouve que j'étais dans une chambre partagée. Et donc, elle me dit il faut absolument que vous veniez porter plainte. Donc, demain, mercredi, à 9h, vous venez au commissariat. Je ne sais pas forcément de quel commissariat il s'agit. J'imagine que c'est celui le plus proche. Et pourquoi elle vient en vociférant? Pourquoi elle... Mais je ne sais pas du tout. Apparemment, peut-être que les policiers qui sont venus me chercher lui ont fait un rapport de ce qui s'était passé, hein, sûrement. En tout cas, toujours est-il qu'elle vient dans ma chambre et c'est ce dont je me souviens, puisque je suis dans l'incapacité de répondre d'une manière cohérente. J'absorbe quand même ce qui se passe et donc par la suite, il y a quand même des choses qui reviennent. Et je me souviens parfaitement, oui, qu'elle crie et qu'elle dit « C'est quoi cette histoire? Vous dites que vous avez été violée par 4 personnes. » Chose que je n'ai jamais dite, parce que je suis incapable de dire si les 4 personnes m'ont violée ou non. Ça, je ne sais pas. Et donc, elle me dit « Il faut venir porter plainte. » Et puis, elle s'en va, sans me laisser répondre. Et de toute façon, à ce moment-là, ça aurait été compliqué de lui répondre non, que je ne voulais pas. Moi, à ce moment-là, tout ce qu'on me disait, je le faisais. Enfin, j'étais presque un robot à ce moment-là. Donc, il se trouve que je suis allé porter plainte contre mon gré. Mais après, je pense que c'était quand même nécessaire de me dire de porter plainte. J'ai bien fait, puisque porter plainte, même si dans beaucoup de cas, ça mène pas à grand-chose, au moins, il y a une plainte qui est là. Et puis, s'il y a une infime chance de les retrouver, eh bien c'est la plainte qui permet ce genre de choses. Tu penses qu'ils avaient, cette personne, par exemple, avait un doute parce que c'était un viol sur un homme? Peut-être, je peux pas dire oui ou non, parce que c'est une personne qui ne m'a pas beaucoup parlé à ce moment-là, donc je ne sais pas trop les raisons. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle doutait de mon témoignage. Si on peut appeler ça un témoignage, parce que réellement, juste après que les faits se soient passés, on est dans l'incapacité de raconter les choses. En tout cas, moi, j'étais dans l'incapacité de raconter les choses. Et donc, elle me reproche mon manque de cohérence par la suite, et puis elle s'en va. Quand tu fais ta déposition, du coup, au commissariat le lendemain, est-ce qu'ils savent comment réagir? Est-ce que tu as une aide psychologique quand tu dois raconter à nouveau les faits? On me pose des questions hein, qui sont des questions de routine. Et donc je dépose la plainte, ça dure un peu plus de 2 heures. Et non, je ne reçois pas d'aide psychologique. Je ne reçois pas de personnes à contacter.
Non, je suis juste en face de la policière qui prend ma déposition. Et donc ensuite, ils te renvoient chez toi et une semaine après, tu dois revenir avec eux, avec la police, pour faire des photos sur les lieux du drame? Oui, une semaine après, donc alors la police me recontacte sur le téléphone de mes parents quelques jours avant et me dit de revenir le mercredi 16 août. Donc ouais, une semaine après, pour aller retourner sur les lieux, donc pour pouvoir prendre des photos, voir s'il n'y a pas des indices qui sont restés, et également pour faire un avenant à la plainte. Tout simplement parce que entre-temps, mes relevés bancaires m'ont été demandés, puisque les personnes qui m'ont volé mes affaires ont utilisé ma carte bancaire pour faire des paiements sans contact. Donc pour essayer de les retrouver. Et donc il fallait faire un avenant à la plainte puisqu'un nouveau document avait été indexé. Donc pour ces deux choses-là, je retourne au commissariat. On commence par aller sur les lieux du crime. Donc je monte dans une voiture, on a un chauffeur, je suis accompagné de 2 policiers, il me semble, plus une photographe qui est là pour prendre des photos des lieux, pour les ajouter au dossier. Je voulais pas forcément retourner sur les lieux, mais vu qu'on m'a donné rendez-vous, j'avais pas forcément le choix. Et encore plusieurs semaines après, ma capacité de discernement, ça a été un peu compliqué. Chaque geste de la vie quotidienne était compliqué en réalité. Et donc c'est pour ça qu'on y retourne. C'est pour ça qu'on y retourne quand même, malgré ma peur, mon appréhension. Et je me souviens que quand on est dans la voiture, les policiers parlent entre eux, mais là, je suis incapable de vous dire ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, c'est-à-dire que dans cet état-là, je capte ce qui se passe. Je sais qu'il y a des personnes qui parlent autour de moi. Ils pourraient très bien m'insulter s'ils le voulaient. Je ne saurais pas dire de quoi ils parlent. Je suis complètement déconnecté et je suis encore choqué, même une semaine après. Surtout que là, c'est vraiment très récent. Je voulais pas du tout retourner sur les lieux. Il se trouve que je suis quand même retourné sur les lieux et puis au final, ça n'a pas servi à grand-chose puisque aucun indice n'a été trouvé sur les lieux. Et puis donc la policière qui avait pris ma déposition me dit comme ça, donc juste après être repassé sur les lieux, me dit honnêtement, je pense pas qu'on les retrouvera. C'est ce qu'elle me dit. Tout de suite? Voilà, tout de suite. T'as des images qui sont remontées quand t'étais sur ces lieux? Oui, j'étais les bras comme ça croisés, un peu prostré. Je marchais, je suivais les policiers, mais... Alors à un moment, je me souviens avoir eu cette envie de me mettre à courir dans l'autre sens, ce que je n'ai pas fait. J'ai quand même dit bon allez maintenant il faut y aller, et il faut affronter tout ça et puis si ça peut aider la police autant le faire. Donc je l'ai fait quand même, mais ça a été compliqué. Donc ensuite on rentre au commissariat. Alors là je vais dire quelque chose tout simplement parce que ça me paraît extrêmement important à dire. C'est que il y a eu, alors quand on rentre au commissariat, on passe dans le couloir pour ensuite faire l'avenant à la plainte. Et là la policière donc qui a pris ma déposition rencontre un de ses collègues dans les couloirs. Son collègue l'embête un peu, lui fait une tape sur l'épaule. Et puis là, alors là, je m'en souviens parce que je me souviens encore de l'intonation avec laquelle elle le dit. Elle dit à son collègue « Arrête, sinon moi aussi je vais porter plainte pour agression ». Et elle se met à rigoler. Et donc à ce moment-là, j'ai pas forcément non plus la capacité, quand j'y repense plus tard, je me dis mais quel manque cruel de... C'est hyper maladroit. C'est extrêmement maladroit, Voilà, sachant que ça m'est arrivé une semaine avant. Donc tu sens qu'ils te croient pas quand même? Je sens l'un et l'autre, c'est-à-dire que la policière qui a pris ma déposition avait quand même... Je ressentais une certaine empathie à certains moments, mais à d'autres moments, elle reprenait sa posture très professionnelle, très froide, ce qui est nécessaire, parce que j'imagine que quand on est policier, on doit en voir tous les jours. Donc il faut ne pas se laisser submerger voilà, par les émotions. Mais il y a des moments où aussi je sens qu'on ne me croit pas. On met constamment en doute ma parole, notamment en me reprochant mon manque de cohérence le soir des faits. Comment voulez-vous être cohérent 3 heures après avoir été violé? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, on me le reproche. Et on me dit que je ne m'inquiète pas, que ce sont des questions qui sont normales, c'est la procédure. Voilà, on me pose un certain nombre de questions. Est-ce que j'ai consommé des stupéfiants? Combien d'alcool j'ai bu? Quelle est mon orientation sexuelle? Voilà, on me pose des questions qui me paraissent pas forcément pertinentes.
Donc quand tu es renvoyé chez toi, en plus, vu qu'ils ont pris ton téléphone, tu peux faire borner ton téléphone et tu vois qu'il est très proche de chez toi, qu'il borne à moins de 2 km de ta maison. C'est ça. Comment tu te sens là? Une montée d'angoisse qui arrive, puisque je connais à peu près l'adresse, je connais la ville, c'est juste à côté. C'est à 2 km maximum, peut-être 3, mais c'est vraiment très proche. Je me dis, ils sont à côté de chez moi. À tout moment, je peux les croiser. Je les ai même peut-être déjà croisés. Je ne sais pas. Alors certains me disent que non, puisque certains me disent que si j'étais amené à les recroiser, il y aurait quelque chose en moi qui se créerait et qui ferait que je saurais que c'était eux. Mais dans tous les cas, toujours est-il que je stresse, j'angoisse. Et là, je me dis quoi faire? Qu'est-ce que je peux faire? Au final, je contacte la police, parce que moi, je suis toujours dans une optique de transparence et de leur dire ce qu'il se passe, ce que je leur avais dit. Et donc, je contacte la police pour leur donner l'adresse du bornage de mon téléphone. Il y a même une adresse exacte avec un numéro. Et puis la police me dit que c'est très encourageant et que ça va réellement relancer l'enquête. Et donc la police, par la suite, je sais qu'elle se rend sur les lieux. Et puis par la suite, elle me dit finalement qu'ils sont bien allés sur les lieux, mais qu'ils n'ont rien pu faire puisque c'était une barre d'immeubles avec des dizaines et des dizaines d'appartements. Donc ils n'allaient pas prendre la peine, je les cite, on n'allait pas prendre la peine de frapper à tous les appartements. Voilà. Donc finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Toi, tu as essayé d'aller voir à l'adresse? Non. Tu m'as dit en préparant l'émission que ça t'a peut-être aidé de ne pas te souvenir des agresseurs. Pourquoi? Alors aider, je sais pas, mais en tout cas, le fait de ne pas me souvenir d'eux, ça avait ce côté rassurant quelque part, où je me dis au moins peut-être que je l'ai déjà croisé et je sais pas que c'est lui. Donc quelque part, c'était dans une optique de mettre la poussière sous le tapis et de dire voilà, je vais esquiver. C'était aussi parce que la police m'a dit au moment du dépôt de plainte que si jamais il les retrouvait, j'allais être confronté à eux. Ils m'ont quand même demandé si j'acceptais d'être confronté à eux. Moi, je leur ai dit pour le moment, je vous dis oui, mais si jamais ça se présentait et que je devais réellement être confronté à eux, je ne saurais pas si peut-être que je peux changer d'avis. Donc ils m'ont dit d'accord. Et le fait d'être confronté à eux, je me suis dit voilà, au moins si je sais pas qui c'est, si je me souviens pas, peut-être que la confrontation sera peut-être un peu plus facile avec de gros guillemets. Aujourd'hui, on est 2 ans après le crime. Ça en est où l'enquête? Est-ce que tu as été tenu au courant de l'enquête? Après ce que je viens de raconter, non, j'ai pas été tenu au courant. Donc on m'a dit qu'on me tiendrait au courant des suites de l'enquête, mais je n'ai pas été tenu au courant. L'enquête n'a pas forcément progressé, je pense pas, puisque s'il y a progression, j'imagine que je dois être tenu au courant, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'enquête n'a pas été bouclée, parce qu'on reçoit un courrier, il me semble, quand l'enquête est clôturée. Donc elle est toujours ouverte, mais pas de nouvelles depuis ce moment-là. Je pense que ça a été minimisé parce que ils vont voir à l'adresse et puis flemme de toquer à toutes les portes, flemme de chercher un peu plus loin. Il y a un peu ce sentiment, non? La raison, je ne la connais pas. Peut-être qu'ils ont plusieurs dossiers et qu'ils doivent gérer plusieurs choses en même temps. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ça a été minimisé, ça c'est clair et net. Comment tu te sens 2 ans après pour bien comprendre tout ce qu'il y a psychologiquement après un viol? Comment je me sens d'une manière générale? Il y a des hauts et des bas. J'ai énormément progressé depuis ces 2 ans, parce que au début il y avait cette peur de ressortir, cette honte, cette culpabilité, mais à un stade où on a l'impression que il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. J'en parle aussi donc dans mon livre Plus jamais à genoux. C'est que on aurait pu m'annoncer que j'avais gagné au loto une très bonne nouvelle ou m'annoncer une très mauvaise nouvelle. Les deux nouvelles auraient eu le même impact sur moi. Ça aurait glissé comme ça. À ce moment-là, c'est compliqué. Il y a cette honte, comme je disais, cette culpabilité qui nous assaille. Il n'y a plus que ça. Donc, je compare ça au système solaire. L'agression, c'est le soleil. Tout tourne autour. Tout se résume à ça. En fait, ça devient un marqueur temporel. Et ça l'est toujours, malheureusement. C'est un petit peu comme quand on parle de c'était avant le Covid ou c'était après le Covid. Et pareil, mon agression devient un marqueur temporel. Quand on me dit quelque chose qui se passe avant le 8 août 2023, je dis voilà, ça s'est passé avant mon agression ou avant mon viol. Ou ça s'est passé 3 semaines après. Ça s'est passé 6 mois après. Ça devient un marqueur temporel.
Et c'est compliqué d'aller de l'avant, parce qu'il y a savoir que l'on a été violé, parce qu'on connaît peut-être la définition du mot viol, peut-être pas d'ailleurs, mais on sait parfois ce que ça implique. Moi, il se trouve que j'avais déjà lu des choses sur ce sujet, donc je savais plus ou moins ce que ça impliquait. Mais il y a aussi le fait de réellement en prendre conscience, d'associer ce mot à nous-mêmes, au fait que ça nous est arrivé. Et ça, c'est autre chose. Ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, je suis toujours dans cette étape-là. Je pense maintenant à avoir accepté, puisque voilà, je suis là devant vous et j'accepte d'en parler aussi. Mais la phase d'acceptation, c'est une des phases les plus longues, hein, des phases du deuil. Parce que il se trouve que une amie qui a fait des études de psychologie m'a dit que le viol, étant une mort intérieure, on passe aussi par les mêmes étapes. Les 5 étapes du deuil. Voilà, les 5 étapes du deuil, en tout cas, ça y ressemble fortement. Et pendant énormément de temps, j'ai beaucoup de mal à ressortir. Le fait de ne pas mettre de visage sur mes agresseurs, donc ça, on a évoqué le côté positif. Là, le côté négatif, c'est qu'on a l'impression de les voir à chaque coin de rue. Toi, tu peux être un agresseur, puisque je n'ai pas mis de visage dessus. N'importe qui passe dans la rue peut être un agresseur. Et l'est. Donc c'est pour ça qu'il y a ces crises de panique. Quand je traverse la route, je me dis, voilà, je vais mourir. J'ai cette sensation de mort imminente. Il faut que je rentre, j'étouffe. Donc je rentre. Je sors simplement dans le magasin le plus proche pour faire 2-3 courses. J'ai pas le temps de finir mes courses, il faut que je rentre. Et ça, c'est compliqué aussi de ressortir petit à petit. Et je m'impose des exercices. Je ne sais pas si c'est mon côté ancien prof, mais en tout cas, je m'impose des exercices où petit à petit, je me dis, allez, tu sors 2 minutes, tu traverses la route, et puis demain, tu essaieras de sortir 3 minutes. Et c'est tout un casse-tête. Mais il y a rapidement eu cette volonté de s'en sortir. Vu que ça devient un système solaire, j'aime beaucoup cette comparaison. Je me dis, il faut s'en sortir. Parce que tu as 2 choix. Le premier choix, c'est de rester dans ton lit toute la journée à pleurer. Et le deuxième choix, c'est de continuer à vivre, tout simplement. Donc il faut continuer à vivre tout en évitant de faire comme si ça n'était pas arrivé. Parce que quand on fait comme si ça n'est pas arrivé, ça nous explose à la figure à un moment donné. Et moi, j'ai vraiment voulu essayer de prendre conscience, donc mettre des choses en place pour essayer de prendre conscience que ça m'était arrivé. Voilà, c'est quelque chose de très important. Je pense avoir plus ou moins réussi, en tout cas être sur le chemin d'eux, parce que c'est un long chemin qui ne se termine peut-être jamais réellement. Mais en tout cas, c'est un long chemin et la prise de conscience, ça prend énormément de temps. Est-ce que tu as eu le sentiment de penser qu'il y avait marqué victime de viol sur ton front ? Oui, j'ai eu ce sentiment, j'ai eu cette impression. Quand on me regardait dans la rue, j'avais l'impression que la personne savait ce qui m'était arrivé. Comme si je le portais. Tout, en fait, nous ramène à l'agression. Tout nous ramène à l'agression. Moi, en ce qui me concerne, il a fallu aussi que je refasse mes papiers d'identité parce que je n'avais plus rien. Les démarches pour refaire ces papiers me ramènent à l'agression. Il fallait que je fasse marcher mon assurance, que je change ma serrure parce que possiblement, ils avaient volé mes clés, donc ils pouvaient rentrer. Et donc, tout ramène à l'agression. Tout ramène à l'agression. Ensuite, on regarde la télé, on voit qu'il y a eu un drame qui s'est passé, ça en ramène encore à l'agression. On a l'impression qu'on est bloqué dans cette situation et qu'on ne s'en sortira pas, tout simplement. Est-ce que tu as pu reprendre une sexualité, on va dire, normale après l'agression, après le viol ? Je peux pas dire que j'ai une sexualité normale, même maintenant, 2 ans après. Pour être honnête, les préliminaires, c'est un petit peu plus simple. Là, au moment donné où vient l'étape du rapport complet, là, ça reste encore extrêmement compliqué. Même 2 ans après, alors oui, il m'est arrivé d'avoir eu un rapport complet il n'y a pas si longtemps que ça, sans forcément être complètement... sans forcément être choqué alors ça me ramène forcément à l'agression, mais j'ai réussi à avoir un rapport complet, mais il y a des moments où je ne vais pas réussir et je n'ai pas en ce sens, j'ai pas repris une sexualité normale maintenant, parce que il y a des moments où je ne peux pas aller plus loin que embrasser, par exemple. Parfois je me bloque. Tu avais dit au tout début, le lendemain de l'agression, que tes parents l'avaient su. Ils avaient ce sentiment, peut-être, quelque chose de très grave s'était passé. Est-ce que depuis, tu t'es posé avec eux à une table et t'en as parlé librement à 100% ? À 100%, peut-être pas. Mais on s'est posé à un moment donné pour en parler un peu, même avec mon frère. Oui, on s'est posé à un moment donné. À 100%,
Non, je leur ai pas tout dit de ce que je me ressentais, de ce que je ressentais. Je leur ai pas forcément tout dit. J'avais peur, de les choquer aussi. Mais oui, on s'est posé pour en parler. Oui. Est-ce que tu as espoir qu'un jour l'enquête trouve les agresseurs? C'est en dents de scie. Parfois, je vais reprendre un peu espoir. Je vais me dire, tant que l'enquête n'est pas clôturée, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis parfois, je vais dire, il n'y a plus aucun espoir, ça sert à rien. Parce que quand on regarde les statistiques, les jours qui suivent, ce sont les jours cruciaux pour les retrouver. Après, les chances s'amenuisent de plus en plus. Donc parfois, je garde espoir. Et puis parfois, je me dis, bon, faut te faire une idée, on les retrouvera jamais. Donc c'est en dents de scie. Ça dépend des moments. Et justement, du coup, on en a parlé pendant toute l'interview. Tu as écrit un livre qui s'appelle Plus jamais à genoux, où tu racontes toute l'histoire. C'était important pour toi d'écrire ce livre? Oui, j'ai écrit un livre, donc Plus jamais à genoux, et c'était très important pour moi. Alors, en premier lieu, c'était mon journal intime. Parce que quelques jours après l'agression, je commençais déjà à écrire des choses dans mon téléphone, même si parfois c'était un mot. Je me souviens avoir écrit à un moment donné dans mon journal intime « Je suis une merde ». Ça, je me souviens à un moment donné l'avoir écrit. Ce sentiment de honte, toujours. Ce sentiment de honte, toujours, et de se sentir sali. Donc oui, j'ai tenu un journal intime parce que l'écriture a toujours été pour moi quelque chose qui m'a aidé. Moi, quand je vais pas bien, j'aime bien écrire. Ça pose les choses. Ça met des mots MOTS sur des mots MAUX. Et ça, c'est une expression que j'aime bien parce que ça me correspond totalement. J'adore écrire, c'est une passion. Et donc, le fait d'écrire quand ça va pas bien, ça m'aide énormément. Et donc, j'ai tenu ce journal intime qui n'avait pas pour vocation à être publié au début, où parfois j'écrivais des mots, parfois des phrases, parfois des paragraphes entiers. Mais je me forçais tous les soirs à écrire quelque chose. Même si c'était un mot, au moins j'avais écrit quelque chose. Il y a des soirs où je ne l'ai pas fait, mais j'ai quand même essayé de me forcer à le faire tous les jours. Et donc, c'est justement ça qui m'a permis par la suite, après avoir créé mon compte TikTok Parole de survivant, où je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin d'être aidées. Et le fait de raconter une vidéo sur comment réagir quand une personne vous dit qu'elle a été violée, par exemple, qui est une de mes vidéos, et de recevoir des commentaires qui disent « Merci beaucoup pour ce que vous faites, c'est incroyable, il faut qu'il y ait plus de gens comme ça qui en parlent », et c'est ce compte-là, ce sont ces réactions, les réactions très positives à mes vidéos, qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que je ne publierai pas ce témoignage ?» Et donc, il a fallu faire tout un travail de mise en forme, parce que je ne pouvais pas publier mon journal intime tel quel. Donc, il a fallu que je le rende publiable, entre guillemets, c'est-à-dire que je le mette bien en forme, que j'en fasse quelque chose, un témoignage qui puisse être mis en accès au plus grand nombre, puisque mon objectif avec ce témoignage, c'est justement de sensibiliser sur la violence avec laquelle on peut être violé, puisque être violé, ça ne se passe pas que dans un endroit sombre, d'une manière extrêmement violente. Être violé, c'est simplement que l'on prend ton consentement. Ça peut être d'une manière, il n'y a pas de violence à proprement parler, il n'y a pas de coups, mais ça reste extrêmement violent puisque c'est un viol et on prend ton consentement. Donc c'est montrer comment ça s'est passé pour moi, quelles ont été les conséquences sur ma vie, et vraiment sensibiliser sur le fait que le viol masculin, ça existe aussi. Et ça a exactement les mêmes conséquences sur nous les hommes que sur les femmes. Il n'y a pas de différence à faire entre le viol masculin et le viol féminin. L'un comme l'autre reste une atrocité innommable. Et donc c'est montrer ça, sensibiliser la société sur ce sujet parce qu'on n'en parle pas assez. Ce que je comprends parfaitement que ce soit difficile d'en parler. Parce que moi là, actuellement, c'est difficile d'être ici, mais c'est nécessaire. Et c'est apporter mon soutien à ceux qui ont vécu la même chose ou même un autre type d'agression, puisque les attouchements, à mon sens, c'est la même chose. Donc essayer d'apporter mon soutien à mon petit niveau aux personnes qui ont subi la même chose, puisque je sais que même si on dit qu'on n'a pas besoin d'aide, on a besoin d'aide. Quelle qu'elle soit, mais on a besoin d'une aide. Sinon, on sombre. Donc voilà, on vous met les liens en description. Plus jamais à genoux, c'est auto-édité en plus. Sur Amazon, ça peut être récupéré un petit peu partout. C'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, c'est de continuer d'en parler. J'ai un projet d'écriture pareil d'un autre livre qui se fera sous forme de lettres adressées directement aux survivants, puisque nous sommes des survivants, pour essayer de
Donner des conseils, j'aime pas trop cette expression parce que je me sens pas forcément légitime pour donner des conseils. Qui suis-je pour dire comment faire après avoir été violé? Chacun essaie de survivre à sa manière. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de partir de ce que j'ai vécu, pas pour attirer la pitié, ça m'intéresse pas. J'ai déjà eu assez de pitié durant ces 2 ans. Pas pour attirer la compassion des gens, mais vraiment pour sensibiliser sur ça et pour montrer qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, c'est possible. Il faut le vouloir, il faut le pouvoir, il faut se sentir prêt. Mais ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas brusquer les choses. Je me souviens qu'on m'a dit, par exemple, au bout de 6 mois, « Ah bah c'est bizarre, t'as l'air de t'en être sorti au bout de 6 mois, normalement ça met plus de temps. » Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase « Normalement ça met plus de temps » Ou même pareil, peut-être des gens à qui on a dit « Bon c'est bon, ça fait 10 ans, tu peux passer à autre chose maintenant. » Non, ça dépend de nous. Chacun est différent, chacun va mettre plus ou moins de temps à s'en sortir, même si je pense qu'on ne s'en sort jamais vraiment réellement. On apprend à vivre avec. Ça prend le temps que ça doit prendre. Donc on ne laisse personne nous dire, juger sur notre temporalité. Est-ce qu'on s'en est remis ou pas? Non, personne, on ne doit laisser personne nous dire ça. C'est vraiment propre à nous, ça dépend de comment on se sent. Ou même pareil, j'ai eu un commentaire du style « Bah regarde, t'es en train de sourire, donc on dirait pas que t'as été violé. » Mais c'est quoi ce genre de commentaire? C'est pas possible ce genre de commentaire. On dirait pas que t'as été... Alors ça voudrait dire que tout le reste de ma vie, il faut que je me mette à pleurer H24 parce que j'ai été violé, donc il faut que ça se voit que j'ai été violé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Il y a eu ce moment charnière où je me suis dit, soit tu restes dans ton lit, soit tu t'en sors. Et j'ai décidé de m'en sortir. Parce que ce que je montre aussi dans mon livre, c'est que nous ne sommes pas coupables. Vous n'êtes pas coupable, les seuls coupables, ce sont les agresseurs. Peu importe la manière dont vous étiez habillé, peu importe ce que vous faisiez, peu importe où vous étiez, peu importe si vous êtes drogué, si vous avez pris de l'alcool, mais ce ne sera jamais votre faute dans aucune circonstance. Et c'est ça que je veux montrer à travers tout mon travail. Donc le but, c'est donc de continuer d'écrire, de continuer à apporter mon soutien, me rapprocher des associations, de certaines associations. Ça, c'est aussi mon but, vraiment. Même peut-être, pourquoi pas, faire des interventions. Ce qui me tiendrait énormément à cœur, c'est de faire des interventions, pourquoi pas dans des commissariats ou des gendarmeries, ou même dans des établissements scolaires. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être faisable. En plus, ça me ramènerait aussi à mon côté prof. En tout cas, mon objectif, c'est de ne plus me taire. J'ai l'habitude de dire qu'ils ont voulu me faire taire. D'accord, alors je vais le crier. Les agresseurs n'ont pas gagné et ne gagneront jamais. Le viol, en réalité, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est une recherche de domination. On veut montrer qu'on est le plus fort, qu'on est le dominant. Et ça nous excite, ce pouvoir de domination. C'est justement ça, et c'est uniquement ça. Et donc, ils cherchent à détruire, ils cherchent à dominer la personne. Donc moi, je me relève, d'où le titre de mon livre « Plus jamais à genoux ». Ça part donc du sens propre, où j'ai réellement été à genoux à un moment donné, mais aussi du sens figuré, où non, on se relève, parce que à mes agresseurs, je leur adresse mon plus beau sourire, pour dire que, ok, bah vous m'avez fait ça, voilà, mais j'ai décidé de m'en sortir. Alors c'est très compliqué, mais j'ai décidé de m'en sortir et de ne pas me laisser piétiner par les agresseurs. Donc j'ai envie de montrer qu'ils ne gagneront pas. Merci beaucoup Kevin, c'est un témoignage très dur mais hyper important. Et merci pour tout ce que tu as dit aujourd'hui. On met ton livre en description, Plus jamais à genoux, et ton compte TikTok aussi où tu parles de, comme on l'a dit, des conseils, de ce que tu peux apporter. Ça. Merci beaucoup Kevin. Merci beaucoup.